Ok, donc on s'en était arrêté dans la dernière fois. On avait lancé le script d'installation pour placer GLPI dans le serveur avec tous les éléments qu'il fallait pour qu'il fonctionne. Sauf que maintenant, on va voir comment finir de l'installer. Parce que là, on l'a juste mis les fichiers, il n'est pas encore disponible. Donc une fois que vous avez installé le GLPI, si toute la liaison avec les pfSense et tout marche bien, à partir de la machine physique directement, vous pouvez faire 192.68 100, enfin l'adresse du serveur où vous avez installé le GLPI. Donc moi en l'occurrence c'était 192.68 100.151. Et en plus de l'adresse, on met le nom du répertoire qui a servi, qu'on a utilisé pour installer GLPI. Par défaut, le répertoire s'appelle GLPI, si vous avez suivi le script. Moi, pour la démonstration, je l'ai changé un peu, j'ai mis GLPI 2 pour avoir une installation fraîche. Donc là, vous faites entrer. Et si les choses se sont bien passées, vous arrivez sur cette page-là. Donc là, rien de bien compliqué. On choisit la langue. Donc bon, là, il a détecté automatiquement le français. S'il ne détecte pas automatiquement le français, bon, vous changez, vous cliquez pour changer la langue. Ici, c'est la licence d'utilisation, classique, hein. Bon, on n'est même pas obligé de faire défiler jusqu'au bout. On est censé l'avoir lu. Ici, il y a deux possibilités. Installer, c'est quand il n'y a pas encore de GLPI qui existe dans ce répertoire-là. Il n'y a pas de GLPI à mettre à jour. Oui. GLPI, c'est un domaine GLPI, ça veut dire gestionnaire libre de parc informatique. Mais concrètement, c'est quoi? C'est pour gérer Ça va permettre de gérer tout ce qui est l'inventaire des machines et de faire de l'assistance aux utilisateurs. Mais enfin, pas que de machines, au support, mais du coup, il va aussi connaître tout le matériel que tu as tout le matériel informatique que tu as, ou même non informatique, parce que tu peux rentrer des éléments à la main. On peut rentrer les contrats de garantie d'ordinateur, par exemple. On peut dire que tel ordinateur, sa garantie, c'est telle date. Donc du coup, on peut savoir facilement, on peut retrouver tous ces contrats, de savoir si l'ordinateur qui tombe en panne, on peut tout de suite vérifier s'il est encore sous contrat de garantie, s'il n'est pas sous contrat de garantie. Il peut gérer aussi la location de salles. Par exemple, si on a des salles de réunion partagées, bah, du coup, dans GLPI, on peut dire moi j'occuperai telle salle de telle heure à telle heure, comme ça, du coup, il n'y a pas de conflit entre les gens. Les gens savent directement que la salle est occupée. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'en général, on va l'utiliser essentiellement pour le parc informatique et pour l'assistance. Mais il ne faut pas oublier, si jamais on pose la question, du coup, qu'est-ce que GLPI? Il ne faut pas dire que c'est que un logiciel de ticketing. Ticketing, c'est l'assistance. C'est aussi la gestion de l'inventaire et de tout le parc informatique et matériel d'une entreprise. Et donc on va voir aussi dans l'installation comment faire en sorte que les ordinateurs d'une société remontent automatiquement dans GLPI pour éviter d'avoir à faire tous les ordinateurs à la main. Donc là, ici, mettre à jour, c'est si on avait déjà un GLPI qui tournait et qu'on voulait mettre à jour la version. Donc ici, dans notre cas, on va juste faire installer, puisque pour l'instant, on n'a pas. Ici, si le script s'est bien placé, vous n'avez rien de rouge bloquant.
Donc normalement vous avez continué. Si vous n'avez pas continué, ça veut dire qu'en général, il y a un élément de PHP qui ne s'est pas installé correctement ou qui n'était pas inclus dans le script. Donc dans ce cas-là, il faut rajouter, il faut refaire un sudo apt install et le module PHP qui n'est pas installé. Par exemple, si c'était le module intl qui ne serait pas installé, du coup il nous faudrait faire un sudo apt install php-intl pour l'installer. Donc là, normalement, le script, si vous avez suivi le script que j'avais mis, tout est déjà inclus. Le rouge, là, c'est d'autres réglages, mais on peut le passer là. Donc, c'est pas ça qui nous bloque. Donc, on fait continuer. Voilà. Ici, c'est là qu'il y a des notations importantes à prendre en compte. Ici, vous voyez, serveur SQL. Donc, c'est MariaDB ou MySQL en fonction de ce qu'on avait installé dans le script. En l'occurrence, nous, c'était MariaDB. Mais ici, en réalité, ce qu'il attend, c'est le serveur sur lequel va être hébergée la base de données. Nous, dans la plupart des cas, quand on va utiliser le script, la base de données va être installée sur le même serveur que GLPI. Donc, dans ce cas-là, vous mettez local host. Si par contre, le serveur sur lequel la base de données est installée est sur un autre serveur, dans ce cas-là, vous mettez l'adresse IP du serveur. Si par exemple j'avais un deuxième serveur, un serveur Ubuntu, un deuxième qui avait la base de données, et bah du coup je mettrais par exemple 192.168.100.152 si ma base de données était installée sur le 152. Mais dans ce cas-là, il faut avoir modifié un peu le script, parce que le script lui est fait pour créer la base de données au même endroit que le GLPI. Ensuite, on met l'utilisateur. L'utilisateur, bah, ça va dépendre si vous avez ou pas modifié le script par défaut. Là, en l'occurrence, moi j'avais mis ticket. Mais si jamais vous avez utilisé un autre script, que vous avez refait un script ou que vous avez fait les commandes à la main, du coup il faudra adapter en fonction de l'utilisateur que vous avez mis. Et le mot de passe, pareil, il était défini dans le script. Mais si du coup vous avez mis autre chose que le script, et bah du coup faut vous réadapter à cet endroit-là. Donc moi je l'ai appelé ticket. Également le mot de passe. Je l'ai pas fait très compliqué. Mais bon, du coup c'est pas forcément ça, ça dépend de ce que vous avez utilisé comme script et comme configuration. Donc normalement si tout se passe bien on peut faire continuer. Ici on voit la base GLPI qui avait été créée pour le script. Sauf que là je ne vais pas l'utiliser puisqu'en fait elle est déjà utilisée par ma première installation. Donc ça risque de faire des conflits ou d'effacer des choses. Donc là par contre il nous propose de créer directement une nouvelle base de données que je vais appeler GLPI 2. Donc par contre c'est là qu'il va falloir faire attention, c'est qu'il faut bien lui laisser le temps de créer la base de données. C'est-à-dire quand on fait continuer, bah oui, du coup il ne m'a pas donné l'autorisation. Est-ce que je pourrais revenir en arrière ? Parce que du coup là oui, forcément ticket, je ne lui avais pas donné d'autorisation sur cette base. Donc c'est pas grave, on va faire comme si la base qui existait, même si je l'écrase, c'est pas grave, il n'y a rien dedans.
Si par contre vous voulez créer la nouvelle base, du coup, il fallait utiliser root. Parce que le root, lui, il a l'administration sur toutes les bases, même celles qui ne sont pas encore créées. J'avais mis un mot de passe sur root. Bon, c'est pas grave, je sais plus ce que j'ai mis à l'instant T, donc je vais remettre ticket, et là je vais réutiliser la base de données GLPI. C'est pas grave, de toute façon il n'y avait rien dessus, si c'est écrasé, c'est pas bien grave. Donc je fais continuer. Et c'est ici là qu'il faut attendre. Faut laisser, tant qu'il vous dit pas que c'est pas bon, vous attendez. Des fois, normalement c'est assez rapide, mais des fois ça peut prendre plus de temps. Parce que si vraiment vous cassez à ce moment-là le truc, vous êtes bon pour recopier à nouveau les fichiers à partir du script en les recollant dans le répertoire GLPI après l'avoir effacé. Donc voilà. Là maintenant il dit que ça a bien été initialisé. Là c'est si on veut envoyer quelques statistiques. Bon, on peut laisser, on peut enlever. Bon, il n'y a pas de... Il n'y a rien de grave. Donc là ils vous disent qu'il y a des éléments qui vous donnent un espace de forum et tout. Mais que si vous voulez vraiment avoir le maximum, il faut payer pour le support de niveau 3. Ah, faut bien qu'il y ait un peu d'argent quand même. Même si c'est gratuit à la base. Donc, en général, comme on dit, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le client. C'est que c'est toi qui paye. Donc voilà, ici, l'étape 6, il vous donne en fait les mots de passe et les comptes par défaut. Donc quand vous n'avez pas l'habitude, vous ne connaissez pas les mots de passe par défaut, allez pas trop vite le temps de les noter. Même si bon, ils sont pas très compliqués à retenir. Parce que celui qui va t'intéresser surtout au début, c'est GLPI. Puisque lui, c'est le compte administrateur qui va permettre de tout faire. Et là, vous faites utiliser GLPI. Et là, du coup, à partir de là, le GLPI est installé et on va pouvoir s'en servir. Donc à partir du moment où vous arrivez à avoir l'interface d'installation, il n'y a rien de très compliqué, il ne faut juste pas avoir oublié de créer la base de données ou d'avoir pas oublié les mots de passe d'accès à la base de données. Donc ici, je vais faire GLPI. Ici, on voit source de connexion, base interne de GLPI. Ça veut dire que c'est la base de données locale des utilisateurs qu'on aura créé dans GLPI qui va servir. On verra un petit peu plus tard comment relier le GLPI avec l'Active Directory. C'est-à-dire pour que directement le GLPI utilise les comptes que vous avez créés dans votre Windows Server pour que les gens puissent utiliser GLPI. Parce que GLPI peut être utilisé du coup pour traiter les tickets, mais il peut être aussi utilisé pour que des gens puissent déposer des tickets. C'est ce qu'on appelle le self-service, c'est-à-dire que les gens, si on leur donne l'accès à GLPI en tant que self-service, ils vont pouvoir créer un ticket, mais ils ne pourront pas résoudre le ticket de quelqu'un d'autre. Mais au moins ça permet de centraliser les informations plus rapidement. Donc là je fais se connecter. Ici il y a deux trois informations qui sont en orange, mais les deux surtout à traiter, c'est les deux premières lignes.
la première ligne dit de changer le mot de passe pour l'utilisateur GLPI, Host Only, Tech et Normal. Donc ça semble logique pour la sécurité, puisque comme c'est des mots de passe par défaut, si quelqu'un essaie de rentrer dans votre base de GLPI, bah, il testerait ces mots de passe par défaut directement. Donc je vais vous montrer de toute façon après comment changer ces mots de passe. Et après, ça c'est dans le répertoire d'installation, il y a un répertoire install et un fichier install.php. C'est pour éviter que quelqu'un essaye de réécrire, de refaire l'installation au-dessus de vous, ce qui pourrait du coup entraîner des pertes d'informations. Par exemple, tout à l'heure, j'avais un ordinateur qui était rentré, bah là on voit qu'il y est plus. Parce que du coup, il a réécrasé les fichiers à zéro. Du coup, il n'a pas conservé. Donc du coup, on va commencer tout de suite par modifier les utilisateurs et créer des utilisateurs. Donc ici sur le menu, ce qui va nous intéresser, c'est administration. Et tout simplement après, vous avez utilisateur. Donc là, on retrouve une liste dont GLPI par exemple. Donc dans ce cas-là, on clique sur GLPI. Ici, on voit qu'on peut rentrer un nom de famille, un prénom si on veut. Et là, on voit mot de passe. Donc là, je vais faire par exemple 1, 2, 3, soleil. Je répète 1, 2, 3, soleil. Afin de lui changer son mot de passe. Et donc dans ces cas-là, il ne faut pas oublier par contre après de descendre tout en bas pour aller faire sauvegarder. Et ça après du coup vous le faites pour les différents comptes. Donc soit vous pouvez revenir, recliquer sur utilisateur pour revenir à la liste, ou ici vous voyez que vous avez 1 sur 5. Et si vous faites suivant, vous passez directement à l'utilisateur suivant. Donc si vous n'en avez pas beaucoup, ça va assez vite. Voilà. Là, je ne vais pas forcément les changer tous, mais voilà, c'est pour montrer comment les changer. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, si on veut créer un utilisateur, on revient du coup dans l'utilisateur. Et ici en haut, on va aller sur le plus, le petit plus en haut, ici. Donc là, l'identifiant, c'est ce qui va servir de compte, le nom du compte. Par exemple, on va mettre Stan. Nom de famille, prénom, on n'est pas obligé. Le mot de passe, bah, je vous remets un mot de passe, ce qu'on veut. Ici, on peut mettre un ou des courriels, comme ça, quand quelqu'un envoie un ticket, ben, on sait son mail, on a toutes ses informations et tout. Valide depuis, ici on va cliquer, et on va cliquer sur maintenant. Parce que sinon, par défaut, il y a un délai, et là par exemple, il serait actif à partir de midi, réellement. Donc du coup, on va faire maintenant. Donc, dans ce cas-là, il est valide depuis le 9h41, 56 secondes. Et on peut aussi dire que le compte ne sera plus valide au-delà d'une certaine période.
Par exemple, justement, si on vous prend en stage et que vous avez du GLPI à traiter, bah, le maître de stage ou la personne qui s'occupe du GLPI peut dire que au bout des 2 mois, votre compte sera plus valide. Donc même si vous aviez un accès via l'extérieur, parce que des fois il y avait du distanciel ou quoi, ou du télétravail, eh ben, vous ne pourriez pas vous reconnecter de toute façon à GLPI. Donc eux, ils sont protégés, il n'y a pas de problème. Après, bon, on peut mettre les téléphones, s'il y a des matricules, des choses comme ça. Et là, après, ce qu'il faut bien choisir, c'est ici, le profil. Admin, du coup, lui, il va être capable de tout gérer. C'est le compte où on est en ce moment. Hotliner, lui, c'est celui qui va faire de l'assistance, qui va être en général le premier niveau. Il y a certains outils qu'il n'aura pas accès par rapport à un technicien. Non, c'est pas l'assistant téléphonique? Si, c'est ça. Hotliner, c'est ça, c'est assistant téléphonique. Observer, c'est observateur. Donc là, ça peut être un responsable qui va avoir droit de vérifier tous les tickets pour vérifier les avancements, les choses comme ça, remodifier des choses à votre place. C'est un surveillant. Read only, ça veut dire que c'est un compte qui pourra que lire les éléments. Il pourra même pas poster de tickets. Self-service, il va pouvoir poster un ticket sans pouvoir répondre au ticket. Et il y aura des éléments où ça sera limité ses accès. C'est la plupart des utilisateurs qui doivent envoyer un ticket mais qui n'ont pas à traiter de ticket. Donc super admin, c'est vraiment là par contre le même niveau qu'on est actuellement. L'admin, du coup, il a quelques éléments en moins. Mais je ne sais plus à lesquels comme ça de tête. Tu l'as en super admin Hein? ou il est au-dessus? GLPI? Route, il est en super admin. En fait, là le super admin, c'est l'équivalent de route pour le système. Sauf que là, c'est pour le GLPI. Là, on n'est plus dans le système. Ah, ok. L'utilisateur route n'existe pas dans GLPI. Ce qui remplace l'équivalent du route, effectivement, c'est les comptes qui sont super admin. Superviseur, donc ça c'est un autre niveau que l'observateur, c'est vraiment normalement votre responsable qui peut être en tant que superviseur. Et du coup le compte classique, le compte technicien. Donc là je fais un compte technicien. Et ensuite j'ajoute. Ouais. Entité, c'est si par exemple il y avait plusieurs succursales. Par exemple Paris, Marseille et tout qui utilisent la même base de données. On peut dire à quelle entité il est relié, la personne. Là pour l'instant, c'est vide. Mais si je fais plus, je peux faire Paris. Lyon. Là, je referme. Et ici, maintenant, dans entité. Ah, mais du coup, là, pas encore. Voilà. Entité racine, je vais mettre Paris. Du coup, il m'a sorti de la page. Donc, en fait, normalement, les entités et tout, il aurait fallu que je les crée avant de créer mon utilisateur, parce que là il m'a sorti de la création. Donc, c'est pas grave. Mais du coup, ça permet les entités de dire à quelle succursale ou à quel bureau ou à des éléments la personne va appartenir. Un peu comme les OU sous Windows Server. Si c'est l'entité, c'est la direction. Si c'est les achats, ça dépend après comment la société organise son GLPI. Mais dans GLPI, tu peux rajouter énormément d'éléments pour classifier au besoin. Et du coup, titre. Hein, le titre, c'est par exemple directeur, professeur, enseignant.
si tu veux donner un titre à une personne en particulier. Bon, je vais remettre vite fait un mail, histoire de dire, et je vais remettre en, j'avais dit en technicien. Et entité, Paris. Ah, et, oui. Du coup, là, si vous avez l'entité Paris, il n'aura pas d'accès à Lyon. Ça dépend après comment tu gères les choses, mais après c'est surtout pour du classement. C'est pas forcément que t'as pas accès à l'un ou à l'autre, mais normalement, quand tu sais que voilà, si tu cherches un ticket, normalement il doit être classé dans Lyon ou dans Paris. Donc normalement, sauf demande express, logiquement celui de Lyon, normalement, n'a pas à s'occuper des tickets de Paris. Mais si par exemple il y a un absent sur Paris et qui a besoin d'un renfort, la personne de Lyon peut prendre la main sur des tickets. Elle a quand même toutes les informations, mais ça permet de reclassifier. Si du coup tu as beaucoup de personnes dans la société, du coup après tu sais pas forcément la personne qui t'appelle si elle est à Lyon ou à Paris, si c'est pas indiqué comme ça. Voilà. Donc là j'ai créé mon utilisateur. Donc là je vais me déconnecter. Et je vais me reconnecter du coup avec mon compte. Non, je vais quoi. Ah, en fait, là, il n'est pas encore activé. Donc, est-ce que j'ai fait une fausse manip? Je me reconnecte pour aller voir. Oui, c'est vrai, j'ai dû changer son mot de passe. Ah. Alors, du coup, pourquoi mon utilisateur indique qu'il ne serait pas disponible? Donc, valide. Depuis maintenant, ok. Catégorie, entité. Là, par exemple, si on veut désigner un responsable pour le compte, bah, on peut le désigner hein, aussi. Là, lieu, on peut même préciser sur une carte où est la personne aussi via une carte. Pourquoi il me dit... Ah, c'est vrai parce qu'il n'y a pas plus. Pourtant, ça me semble cohérent. Sauvegarder. Les connexions. Désactiver ou supprimer. Non, il t'a marqué actif. Ça a marché. Ah, ça a marché. Ah. Alors c'est parce que c'est l'entité, mais normalement ça c'était pas censé. Hein? Bah, normalement si j'ai dit active valide, normalement il était censé me l'activer tout de suite. Donc il a changé quelque chose. Actif, oui. Je vais essayer de remettre sur l'entité racine de base. Enfin, genre, je remets un sans mettre d'entité racine. Voilà, personnifié. Non, ça c'est pour prendre. Bon, je vais recréer un sans mettre le truc, je vais vérifier. Actif. Valide depuis maintenant. Je vais reprendre technicien. Ajouter. Des connexions.
Après, à moins qu'il ait fait un mélange avec la base de données, qui est un truc qui rentre en conflit entre la base de données que j'avais déjà créée, ça serait possible. Donc bon, voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on crée un utilisateur. Et on voit après que si on revient après avoir créé un utilisateur, je vais prendre le stan, voilà. Ici, on peut rechanger son lieu et tout. Et après, ici, on voit que sur le côté, on a beaucoup plus d'éléments qui étaient avant. Par exemple, ici, on a les habilitations. C'est là qu'on peut rajouter des droits. Donc, par exemple, là, il est technicien, mais je peux dire qu'il peut être aussi super admin. Donc, en fait, on peut attribuer plusieurs rôles au même profil. C'est quoi les profils dynamiques et récursifs? Où ça, tu dis? Si, entre parenthèses, dynamique et récursif, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ah, bonne question. Récursif, normalement, c'est qu'il doit prendre les droits de tout ce qui est en dessous, si tu dis que c'est récursif. Si par exemple, effectivement, là, c'est ce que du coup, si tu mets Paris et que en dessous de Paris, tu mets d'autres choses, il aura accès aussi aux autres. Par contre, du coup, là, comme on a mis Paris, normalement, il ne devrait pas accéder à Lyon si on lui dit pas. Et dynamique, c'est qu'on doit pouvoir le changer. J'avoue que je m'en suis pas. C'est des trucs des fois un petit peu plus précis, donc on n'a pas été jusque là. Donc après, on peut l'associer à un groupe, s'il y a des groupes qui sont créés. On peut régler quelques préférences, par exemple le format de la date. Parce que là, par défaut, ça commence par l'année, les mois, jours. Si on préfère que ça commence par les jours, le mois, l'année, ben on peut le changer. On peut changer le format des nombres, on peut changer pas mal de choses. Après, c'est à s'adapter. On peut changer la palette de couleurs aussi par utilisateur. C'est-à-dire les couleurs du fond et tout. Là, c'est des éléments qui seraient liés à la personne. Parce que du coup, si par exemple, avec GLPI, vous gérez tout le parc informatique, que vous avez des ordinateurs portables pour la société que vous donnez à des gens, bah, du coup, dans le GLPI, on associe l'ordinateur portable qui était rentré à la personne à qui on l'a prêté. Donc du coup, on sait tout de suite par rapport au numéro de série qui est censé avoir quel ordinateur. Donc comme ça, après, pour tracer les informations et les mouvements d'ordinateur, c'est plus simple aussi. Et donc du coup, dans l'utilisateur, on peut savoir quel matériel il utilise. Quel équipement il gère aussi. Si c'est une personne qui est habilitée à gérer des groupes d'imprimantes et tout, ben, on lui dit, voilà, on sait que telle personne gère telle ou telle imprimante. Ou tel équipement. Ça peut éviter qu'il y ait plusieurs personnes qui s'occupent de la même chose. Là, on peut voir les tickets que moi j'ai créés, enfin que l'utilisateur a créé. On peut voir les problèmes, s'il y a eu des changements, s'il y a des documents qui ont été ajoutés. On peut ajouter des documents directement à la personne. Par exemple, des fiches d'utilisation, le manuel d'utilisation de GLPI, des trucs comme ça. Bah, quand on crée l'utilisateur, on pourrait lui associer le mode d'emploi de GLPI. Par exemple, comme ça, il va dans son compte et il a tout de suite le mode d'emploi de GLPI à portée de main, par exemple. Ou des liens internet sur l'intranet. Réservation, bah là c'est ce que je disais, c'est si on veut réserver des salles, réserver des locaux
qui peuvent être communs dans l'entreprise. Voilà, comme ça on peut voir les réservations. Bon, ça c'est un peu le plus spécifique, normalement c'est pas spécialement vous qui allez gérer ça, mais c'est à savoir que du coup GLPI ne fait pas que du ticketing, il fait vraiment tout parc informatique et même annexe à l'informatique. Ça, synchronisation pour certaines méthodes. Si on veut s'authentifier par des trucs externes que GLPI. Là, c'est si on a rajouté des liens, des certificats. Et là, en fait, ici, vous avez historique. Donc là, vous pouvez voir chaque chose qui a été modifiée sur le profil. Donc comme ça et qui a modifié le truc. Donc comme ça, si jamais vous retrouvez, je sais pas, avec votre image, ici, là, votre image, une image qui n'est pas la bonne ou qui a changé ou quoi, et bah du coup, dans l'historique, vous pouvez voir qui a changé l'image. Et donc, si c'était une blague ou quoi, vous pouvez savoir sur qui vous vengez. Du coup. Donc voilà, au niveau du utilisateur, on peut faire pas mal de choses, même si en général, c'est plutôt la version basique et les habilitations où vous allez revenir essentiellement derrière. Mais voilà, c'est pour montrer quand même qu'on peut faire et qu'on peut voir pas mal de choses à partir de l'utilisateur lui-même. Ensuite, donc, on peut faire des groupes. Ça, c'est les différentes entités. Si on veut en créer plusieurs, on peut les localiser sur une carte. Par exemple, si je clique sur Paris, normalement, là, il y a l'adresse. Voilà. Je peux directement aller. Là, c'est sur Paris. Je peux dire que par exemple, là où est l'entité de Paris, bah, elle est là. Et donc il y a directement les latitudes, longitudes et tout. Donc comme ça, si on a besoin d'envoyer un technicien, bah, au moins il y a déjà l'adresse et tout qui est rentré. On est sûr qu'il n'y ait pas de conflit. Parce que des fois les techniciens, ça peut être un technicien externe à la société. Donc on peut lui envoyer des éléments à partir de là, au moins on lui recopie les éléments. Et on est sûr qu'il va arriver au bon endroit. Ça, c'est si on veut créer des règles en particulier pour transférer des messages et tout, en fonction justement si la personne appartient à l'entité de Paris, bah, du coup, le ticket qu'elle crée, bah, même si elle le crée sur Lyon, bah, normalement, si on met des règles, on peut le retransférer automatiquement à Paris. Bon, ça après, en général, c'est dans les sociétés où vous allez intervenir, si c'est des sociétés à une taille minime assez importante déjà, c'est pas vous qui allez forcément mettre en place le GLPI de base. Il y aura déjà un GLPI ou un équivalent à GLPI qui sera de base. Mais si jamais pour une société plus petite ou quoi, vous devez le mettre en place, bon, au moins déjà vous avez les bases. Mais après, effectivement, avec les règles, vous pouvez affiner les choses. Ça, les profils, bah voilà, ça c'est les différents profils qu'on peut attribuer aux gens. Si on veut, on peut même créer des profils particuliers pour dire qui a droit à quoi précisément. Les journaux, bah, c'est les journaux de GLPI, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Donc depuis quel IP le GLPI s'est connecté. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui se connecte, bah, on peut voir les éléments. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est inventaire. Le deuxième point. Parce que du coup, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir récupérer
les informations des ordinateurs pour qu'ils soient transférés automatiquement dans la base de données de GLPI. Donc là, il faut cocher inventaire, activer l'inventaire parce que par défaut, c'est pas validé. Donc même si vous faites des opérations que je vais vous montrer après, si vous n'activez pas l'inventaire, ça n'arrivera jamais. Donc là, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut rapporter. Donc les volumes, c'est les disques, les moniteurs, si ça arrive à être identifié, les périphériques, les logiciels, tout ça. Donc on va laisser tout par défaut. Les entités, bon, on peut l'affecter à des entités. Donc savoir aussi si on veut importer dans l'inventaire les machines virtuelles. Parce que du coup, dans ce cas-là, les machines virtuelles, il les considérera comme des ordinateurs à part entière. Donc ça peut être intéressant si on a un serveur un hyperviseur, du coup, de pouvoir récupérer les machines virtuelles qui sont dessus. Parce que du coup, ça nous permet d'avoir toutes les informations de toutes les machines virtuelles si on a besoin d'intervenir dessus. Et là, après, on peut décider quel composant on va tenter d'importer dans les choses. Donc voilà. Là, après, on fait sauvegarder. Et c'est prêt. Donc là, ouais, c'est surtout ça qui va nous intéresser dans un premier temps, du coup, l'utilisateur et du coup, l'inventaire. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer comment installer. L'inventaire, il y a 2-3 petites choses à savoir. Donc là, ici, après, sur Internet, vous tapez GLPI agent. Et normalement, il vous remontre les derniers. Le dernier, je crois, a priori, ça a l'air d'être le 1.7.3. Vous allez voir sur celui-là pour confirmer. Ah non, pardon. C'est le 1.9. Donc là, pour vraiment avoir le dernier, vous prenez celui qui s'appelle le GitHub. Ça s'appelle GLPI Project, GLPI Agent. Là, vous êtes sûr d'avoir le dernier. Bon, après, j'ai fait un test avec le 1.7.3 tout à l'heure. C'est passé. Donc si vous prenez pas le tout dernier. La version 1.7.3. Ouais, 1.7.3 elle marche aussi. Mais là du coup je vais essayer avec le tout dernier qui date du 28 mai, donc à peine un mois. Donc ici vous allez dans Release, vous cliquez sur le GLPI V1.9 et ici du coup vous allez trouver un installateur pour Windows, vous le trouvez pour macOS aussi et vous le trouvez pour Linux. Mais là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le Windows du coup. Donc là, vous prenez le MSI directement. Donc l'avantage du MSI, c'est qu'il peut être transféré, déployé. C'est juste qu'après, il faut faire une autre règle pour redéployer un fichier de configuration. Parce que par défaut, il n'a pas toutes les configurations. Donc là, vous le récupérez. Donc vous le voyez dans les téléchargements. Donc dans ces cas-là, vous le lancez. Bon là il vous prévient que comme c'est un exécutable, ça peut y avoir potentiellement des virus et tout, faut être sûr d'où ça vient. Bon, en l'occurrence on sait d'où ça vient. Donc on le lance. On le laisse démarrer.
Donc là, on fait suivant, pas le choix. La licence, pas le choix, on fait suivant. Ici, ça c'est le répertoire dans lequel on va installer l'agent de GLPI. Ici, je vais faire custom pour montrer un petit peu les différences. Normalement, ce qui vous intéresse par défaut, c'est le déploie ou collect. Après, ça peut être l'ESX qui peut être intéressant dans un cas qu'on verra plus tard quand on utilisera l'hyperviseur de VMware, l'hyperviseur de type 1 qui s'appelle ESX. Mais normalement, ce qui vous intéresse surtout, c'est le déploie et collect. Pourquoi j'ai X pour les. Hein? T'as X pour tout? Ouais. Ah bah coche du coup déploie et collect. Comment je fais Normalement tu cliques dessus et t'as un petit menu qui apparaît. J'ai choisi. Dans ce cas-là, tu choisis Will be installed on local hard drive, la première option. Voilà. Donc non, c'est ces deux-là qu'on a besoin. Ensuite, on fait Next. Voilà, c'est ici qu'il faut faire attention. Ici, c'est là que vous allez mettre en HTTP l'adresse du GLPI et le répertoire du GLPI qui est associé. Donc en l'occurrence, moi, mon adresse est 192.168.100.151 et je l'ai mis dans le répertoire GLPI 2 que j'utilisais tout à l'heure pour faire l'installation. Il n'y a pas besoin de faire plus. Si vous avez un doute sur ce que vous avez besoin de rentrer, ici en dessous, vous avez un exemple. Là, ce que lui, il est en HTTPS, mais vous avez un exemple en dessous de quoi mettre pour avoir les informations. Ici, vous, par défaut, vous devez avoir le Quick Installation qui est coché. Normalement, vous avez ça de coché la première fois que vous le faites. Donc, il faut penser à le décocher. Donc, une fois que c'est décoché, on fait Next. Pourquoi il faut le décocher? Parce que là, on n'a pas de certificat pour gérer le GLPI. Donc, il n'est pas en HTTPS, il est en HTTP. Et donc, du coup, il faut cocher cette case-là. Disable SSL check. Si par contre on avait un certificat et tout à lui donner, et ben du coup on pourrait le rajouter à ce moment-là. Ici, proxy serveur. C'est si les informations devaient passer par un proxy, genre le squid qu'on avait mis sur pfSense. C'est là qu'il faudrait indiquer l'adresse du proxy et l'utilisateur du proxy si on avait mis qu'on voulait utiliser un utilisateur. Mais en l'occurrence, là, on passe pas par le proxy. Le certificat de l'autre fois du proxy qu'on a fait, on peut l'exporter. Théoriquement, on devrait pouvoir l'exporter. Je ne l'ai pas fait, donc je ne vais pas dire comment on le fait, parce que je ne l'ai pas fait, mais normalement, oui, on devrait pouvoir le faire pointer avec celui de... Pas exactement celui de l'autre fois, parce que ce qu'on a fait l'autre fois, c'est qu'on a créé une autorité de certification. Après, il faut aller créer le certificat lui-même. C'est à utiliser. Il y a deux points. Hein? En fait, le CA, l'autorité de certification, c'est celle qui va être habilitée à créer un certificat. Et après, les certificats sont reliés à l'autorité de certification.
Par exemple sur internet et c'est relié par exemple à Certisync. C'est Certisync qui crée les certificats, enfin qui les valide. Donc c'est pour ça que l'autre fois ce qu'on a fait c'est l'autorité de certification, c'est pas le certificat en lui-même. Le certificat qui était fait c'était celui de Web Configurator par exemple. On pourrait tenter de reprendre le même. Mais je t'avoue, je l'ai pas fait, donc je ne peux pas confirmer. Mais normalement, s'il propose le choix, c'est qu'on peut viser un certificat. Donc là, on va le mettre en tant que tâche de Windows qui va s'activer en arrière-plan. Ici, on va dire qu'on va lancer la tâche automatiquement après l'installation. C'est-à-dire qu'il va essayer de lancer l'inventaire automatiquement après. Et là, c'est la fréquence, il va se concentrer sur la fréquence dédiée du serveur. Donc là, on fait Next. Ici, on peut définir une fréquence, si on veut. Donc là, on peut mettre que toutes les heures, il va essayer de vérifier s'il y a eu des changements. Ou après, on peut le faire par jour. On peut varier en besoin. Là, je vais mettre 1 heure, par exemple. Ça, on peut le laisser tel quel. C'est pour un petit serveur interne de vérification. Mais ça, on peut le laisser. Il n'y a pas de problème. Même si on s'en sert pas. Ici, c'est si on voulait mettre des tags particulières à l'envoi de l'inventaire. Bon, en général, on s'en occupe pas. Ici, c'est pas forcément coché par défaut. C'est de dire si on veut vérifier le répertoire Home, c'est-à-dire votre répertoire utilisateur pour des machines virtuelles. Donc moi, je l'ai coché. Est-ce qu'on veut vérifier s'il y a des programmes installés directement dans le répertoire de l'utilisateur? Et après ça, normalement, c'est coché par défaut. Sauvegarder l'inventaire au format JSON. C'est un format de configuration d'éléments de texte. Voilà. Donc on fait Next. Ici, c'est pour dire au bout de combien de temps il annule la tâche si jamais il n'a pas de réponse. Donc là, c'est 3 minutes par défaut. Donc on va le laisser comme ça. Et ça, c'est pour faire du réglage dans les tâches, dans certaines tâches. Et là, on fait Next. Donc ça, c'est le log. Ça veut dire c'est si jamais il y a des problèmes ou qu'il n'y a pas de problème, bah, il va enregistrer toutes les informations, tout ce qu'il a fait et tout, pour essayer de retrouver s'il y a eu une erreur, pourquoi il y a eu une erreur. Donc en général, on le laisse sur 1 ou 2, comme ça au moins s'il y a un problème, et bah du coup on peut essayer d'aller voir à cet endroit là ce qu'il en est. Donc ensuite on fait Next et on installe. Donc l'installation en elle-même en général est assez rapide. C'est plutôt des fois le temps de lancer l'inventaire qui peut être un petit peu plus long. Donc on va le laisser tourner. Oui, j'accepte. Je sais que c'est safe. Normalement, quand vous téléchargez les trucs à partir de GitHub et tout, normalement c'est censé être safe. Il y a des contrôles. Il y a des contrôles avant. Donc là, il installe ses fichiers. Il vérifie les choses. Donc le 1.7.3 par exemple, lui posait les mêmes questions. Donc
Donc si vous ne prenez pas exactement la dernière. Voilà, du coup c'était un tout petit peu plus long l'installation parce que du coup il a supprimé la version que j'avais précédemment installée. Mais vous, si vous n'avez pas de version précédente, normalement il met un peu moins de temps puisqu'il n'a rien supprimé. Voilà. Et là il dit qu'il est en train de le lancer, c'est-à-dire qu'il est en train de lancer l'inventaire en fait. Donc là, de toute façon, il vous dit que ça peut prendre un peu de temps. This may take a while. Donc à ce moment-là, faut le laisser tourner. Faut pas croire que c'est planté. Il dit que ça peut prendre du temps en fonction de tout ce qu'il a scanné, s'il trouve beaucoup d'informations et tout. Du coup, ça peut prendre du temps. Oui. Attends, peut parler un tout petit peu plus fort. Le GLPI agent, en fait, il va scanner toute la machine où l'agent est installé pour chercher tout le matériel qui existe sur cette machine, tous les programmes, toutes les mises à jour et tout. Et du coup, il va envoyer tout ça à GLPI et on va pouvoir trouver toutes ces informations dans GLPI. Voilà, donc là, il a fini. Je vais te montrer plus précisément maintenant qu'on l'a fait. Donc là, je retourne dans mon GLPI et maintenant, je vais aller dans Parc. Si je vais dans le tableau de bord, voilà, on voit qu'il y a un ordinateur et sur cet ordinateur, du coup, il a détecté 238 logiciels. Maintenant, je vais cliquer sur l'ordinateur. Il a retrouvé du coup le nom de l'ordinateur. Donc si on a besoin d'accéder à distance, que le DNS fonctionne bien et tout, on peut du coup utiliser directement le nom PC formateur au lieu d'utiliser l'adresse IP. On voit ici résumé le numéro de série de l'ordinateur, ce qui peut être utile pour suivre des garanties et tout. Quand est-ce qu'il a été changé, modifié en dernier l'inventaire. Et on voit ici le processeur. Donc ça, c'est juste un résumé là qu'on voit. Maintenant, on va cliquer sur le PC lui-même. On voit que c'est un notebook, on voit la série, on voit le numéro de série. On voit quel était l'utilisateur qui a envoyé. On voit son UUID. Normalement, c'est le Unique User ID. Donc c'est le genre d'élément qui peut éventuellement poser quelquefois des problèmes quand on fait quelquefois des clones. Ensuite, analyse d'impact. C'est nouveau ça. Bon, ça faudrait que je regarde ce que c'est nouveau ça, je ne le connaissais pas, l'analyse d'impact. Ça doit pas. Si on a un serveur qui est relié à des ordinateurs et tout, on doit pouvoir faire des liaisons et vérifier des éléments. Donc bon, ça c'est nouveau, je le connais pas. Faudra que je regarde exactement ce que c'est. Mais de ce que je comprends, je pense que ça, si on a un serveur et qu'il y a des ordinateurs qui sont reliés à ce serveur-là, ben on va savoir aussi à quel serveur les ordinateurs sont reliés. Donc on voit le système d'exploitation. On peut retrouver aussi le numéro de série utilisé du Windows. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi du coup les composants. Donc on trouve le processeur, la mémoire RAM, avec les tailles. On voit les numéros de série de chaque mémoire. De chaque élément, on trouve les numéros de série. Ici, on trouve les cartes réseau. Et dans les cartes réseau, on trouve les adresses MAC de chaque carte réseau.
Donc si par exemple il y avait un ordi dans des logs qui semblait faire beaucoup de connexions et tout, qui semblait agir bizarrement, et ben en attendant de trouver la cause ou quoi, on pourrait par exemple bloquer son adresse MAC. Donc du coup il serait plus autorisé à faire de connexion vers Internet ou vers certains éléments. Le temps de régler les problèmes éventuels avec cet ordinateur là. Donc du coup vous n'avez pas besoin de vous déplacer sur l'ordinateur ou quoi, vous avez déjà toutes les informations. Vous voyez la batterie. A priori il y aurait deux batteries. On voit les cartes graphiques avec la mémoire, on voit les cartes son, on voit tous les autres composants. Et là, si je clique sur la carte Ethernet, du coup, on retrouve des détails par contre. Normalement, j'étais censé... Bon, je vais revenir au PC, mais à un endroit, on est censé avoir l'adresse IP également. Hein. Domaine, on voit si on va dans domaine, on peut voir à quel domaine appartient la machine. Ah voilà, pardon. C'est dans port réseau, voilà, normalement, je crois qu'on doit le trouver. Bon, on va descendre. Donc, ensuite, volume. On retrouve les disques durs, les différents disques durs de la machine. Et on peut voir aussi directement si le disque est très occupé. Si on voit par exemple que la personne appelle pour des ralentissements, bah, ça peut être parce que le disque dur est presque rempli. Donc avant même d'appeler la personne, avec l'inventaire, bah, on peut voir tout de suite que si le disque est rempli ou pas. Donc du coup, ça va orienter nos stratégies et nos causes probables. C'est le fichier MSI qui donne toutes ces infos? C'est l'agent. C'est l'agent qu'on a installé qui renvoie tout. Et on a dit qu'il updatait toutes les 1 heure. Toutes les 1 heure, si je... C'est pas mal le journal en fait. Ouais. Chaque machine. C'est ça. Chaque machine possède tout ça. Comme ça fait qu'on peut voir déjà des informations avant même d'appeler. Donc ça fait que par exemple, si on va avoir l'adresse IP de la personne, on n'a pas besoin de lui demander de faire un CMD, de lui faire un IP config et qu'elle arrive à nous dire la bonne ligne. Parce que normalement, vous allez avoir tout sous la main. Oui. Le GLP agent, il faut l'installer dans chaque machine du parc informatique ou Oui. l'installer Sur chaque machine. Mais après, on reverra ça quand on refera un essai de GPO. On peut le déployer par une GPO et après, il y a un élément qu'il faut dire qu'il faut recopier à un certain endroit, le fichier de config. Parce que quand tu vas le déployer, tu vas le déployer de base, sans configuration. Et après, il faut lui pointer la bonne configuration. Donc on trouve le disque, on trouve les logiciels. Donc on voit qu'il met 302. On a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est parce qu'en fait, c'est y compris dans les logiciels, il y a toutes les mises à jour de Windows. Comme on va voir, donc s'il y a différentes versions de PowerShell et tout. Et après, il y a tout ce qu'elle est KB, c'est toutes les updates de Microsoft qui rentrent en compte dans la partie logicielle. Donc toutes les updates de Microsoft, les différentes versions de Edge et tout ça on peut les voir. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de logiciels dans la catégorie. C'est juste un suivi, mais on peut pas interagir avec les machines. Pas directement, mais au moins. C'est un suivi pour avoir des données aussi. C'est juste, oui, mais ce qu'il y a, c'est que ces données, quand tu vas résoudre les problèmes, bah, c'est intéressant de les avoir. Parce que ça te fait gagner du temps plutôt que de demander à la personne d'aller voir tel ou tel truc parce que t'as pas encore pris la main ou quoi.
Et bah du coup au moins toi tu as déjà les informations, même avant de l'appeler, tu peux déjà cibler, tiens, effectivement il n'y a plus de place dans les logiciels, est-ce qu'il n'y a pas des logiciels qui servent pas, qui prennent de la place tu vas Il déjà y a pouvoir aussi, cibler les on l'a choses. pas vu, mais il y a aussi le contrôle à distance, vous avez Pas parlé. encore. On va le faire je pense qu'on va le faire la semaine après, pas la semaine prochaine, celle d'après. C'est pour ça que je voulais commencer à montrer GLPI. Donc ensuite on a les connexions. Donc là bah, on voit qu'il a détecté mon téléphone qui est branché sur l'ordi. Donc il a détecté un iPhone. Bon, il n'a pas détecté la version exacte, mais il a détecté un iPhone quand même qui était branché. Avec le numéro de série du téléphone. Donc même les téléphones, les clés USB, il va les détecter. Ça, c'est les différentes cartes réseau. Et normalement, c'est là où on devrait pouvoir l'avoir. Voilà, c'est ça. Donc ici, on retrouve les différentes cartes réseau de l'ordinateur. On voit celles qui sont connectées. Là, par exemple, on voit que le Wi-Fi est déconnecté. Et si on clique sur la carte réseau, donc là, ma carte Ethernet, je retrouve la vitesse du port. Je retrouve l'adresse MAC. Et je trouve l'adresse IP de la machine. Donc là, logiquement, on peut vérifier, logiquement, ipconfig. Carte Ethernet 172.16.1.230. Donc il a bien retrouvé l'adresse IP de la carte à l'heure actuelle. Donc si tu avais besoin de prendre la main, eh ben, tu as déjà l'adresse sous la main. Tu n'as pas besoin de t'embêter à demander à la personne. Donc, là, j'ai été dans connexion. Attends, je reviens. Hop. J'ai été dans port réseau, pardon. Et après, j'ai cliqué sur le nom de la carte que je voulais avoir les informations. Si par exemple il y avait des téléchargements en même temps qu'il a fait la mise à jour, bah ici il y aurait une vitesse marquée. S'il y avait des VLAN qu'on n'a pas vu, bah il serait indiqué aussi sur chaque carte. Monsieur, les BP, c'est quoi? C'est bits par seconde? Oui, bits par seconde. Mais bon, comme c'est pas en temps réel, du coup, c'est juste pour donner une indication de voir s'il y avait du trafic sur le réseau éventuellement au moment où l'inventaire s'est mis à jour. Ensuite, on trouve le contrôle à distance, c'est-à-dire les outils disponibles pour prendre la main à distance. On voit par exemple que là, j'ai un TeamViewer d'installer et il nous donne même l'ID du TeamViewer directement. J'aurais activé le bureau à distance pour se connecter à ma machine en bureau à distance. Il serait apparu aussi. Mais comme là, il n'est pas activé. Donc ici, c'est différents trucs de gestion. Si on veut rajouter des informations administratives et tout. Comme je disais ici, c'est les contrats. On peut rajouter les contrats. Virtualisation, bah là, il n'a pas détecté. Je sais pas pourquoi il n'a pas détecté les machines virtuelles. Bon. L'antivirus, ça nous permet de savoir du coup quel antivirus la personne utilise. Donc, par exemple, si on voit que la personne dit qu'il y a des problèmes de lenteur ou quoi, et qu'on voit que dans l'inventaire on s'aperçoit qu'il y a 2 antivirus, bah, on peut se dire que déjà ça peut être une cause de problème. Parce qu'il ne faut jamais avoir 2 antivirus actifs en même temps, ils ont tendance à rentrer en conflit et donc du coup à poser des problèmes, des fois de ralentissement sur la machine. Là, s'il y a des tickets qui ont été associés à cette machine,
on les retrouvera. L'avantage, c'est que par exemple, du coup, si on associe bien les tickets à une machine en particulier, bah, on peut voir s'il y a un historique, s'il y a toujours les mêmes soucis qui ont l'air de revenir régulièrement. Bah, on aura l'historique, on voit que les tickets, c'est toujours les mêmes. Donc on va se dire qu'à un moment, il faut peut-être faire quelque chose, c'est pas normal, quoi. Que ça, que on va dire que tous les 15 jours, il y a quasiment le même ticket qui reviennent pour la même machine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas normal quand même. Donc est-ce qu'il ne faut pas changer la machine? Est-ce qu'il ne faut pas la remettre à zéro? Donc on a un suivi du coup des informations. Donc après, bon, on a différentes choses. Après, si la machine est sous un domaine, on voit de quel domaine elle est. Ici, en l'occurrence, elle est sur Workgroup. Et ensuite, les imports, qu'est-ce qu'il a fait, à quel moment. Et l'historique, c'est les changements qui ont été faits entre deux trucs. Au niveau de l'inventaire, s'il y a des changements et tout, bah, on le voit différent. Voilà. Et donc ça, du coup, d'avoir bien les informations qui remontent et tout, comme on le voit, c'est quand même très pratique d'avoir tout sous la main. Au moins, même avant d'appeler la personne, on peut savoir l'historique, si c'est une personne qui appelle régulièrement pour des choses, pour quel genre de choses et tout. Bon, on va faire la pause. Et après, du coup, vous allez essayer du coup de finir votre installation de GLPI et du coup de mettre l'agent pour remonter les informations soit de votre machine physique directement ou soit d'une des machines virtuelles, peu importe. Le GPI, on peut l'installer sur le serveur, c'est vrai? Oui, normalement. J'arrive pas à le copier-coller. T'as réussi à te connecter en SSH ou pas? Non, parce que je suis pas dans le même réseau. Normalement, si les liaisons avec le NAT et tout sont bien faites, logiquement ça devrait. Et puis, n'importe quoi. Bon, alors on va essayer de. Laisse-moi quelques minutes, on va essayer d'aller voir. Et toi? Tranquillement, ça dort un peu. Vous avez ça compris aussi? Le gâteau. Ça va bien? C'est pour les gâteaux. Ouais, c'est ça. D'accord. Enfin, bon, autre chose aussi.
Stan, il est là, là. Il est là, Stan. Il est parti en pause.
Ah, tiens, faut chasser signature. Et j'ai oublié d'arrêter l'enregistrement.